ma mort pouvait être de quelque profit pour le bien public, à mourir comme un homme injuste, je me condamnerai par Dieu, je vous l'assure. Je ne fais de mal ni à jeune, ni à vieux, que je sois sur pied ou que je sois en bière. Les monts ne bougent pas de leur base, ni en avant, ni en arrière, à cause d'un pauvre. Mais que veux-tu? C'est de ma fortune contre laquelle je ne puis vraiment rien, et qui me traite si traîtreusement, que me vient tout ce comportement. Ayez pour moi quelque indulgence, et sachez qu'en grande pauvreté, ce mot se dit communément, ne gît pas grande loyauté. Il est bien vrai que j'ai aimé et aimerai volontiers. Mais un cœur triste, un ventre affamé, qui n'est pas rassasié au tiers, m'éloigne des amoureux sentiers, après tout. Qu'il s'en paie celui qui a bien bu dans les celliers, car la danse vient de la panse. Joli ça, la danse vient de la panse. Je répète, car la danse vient de la panse. Je sais bien, si j'avais étudié au temps de ma jeunesse folle, et m'étais voué aux bonnes mœurs, j'aurais maison et couche molle. Mais quoi? Je fuyais l'école comme fait le mauvais enfant. Quand j'écris cette parole, peu s'en faut que mon cœur ne se fende. Je suis tombé dans cette digression qui n'est nullement utile à mon fait. Je ne suis pas juge, ni chargé de punir ou d'absoudre des méfaits. De tous, je suis le plus imparfait. Loué soit le doux Jésus-Christ. Faisons leur réparation. Mais ce que j'ai écrit est écrit. Ce que j'ai écrit est de qui suivre. Je suis pauvre depuis ma jeunesse, de pauvre et de petite extraction. Mon père n'eut jamais de grande richesse, ni son aïeul nommé Horace. Horace. La pauvreté nous suit et nous traque, tous, sur les tombeaux de mes ancêtres. Que Dieu embrasse leur âme. On ne voit ni couronne, ni sceptre. La mort le fait frémir, pâlir. Elle fait courber son nez, gonfler ses veines, enfler, s'affaiblir, s'amollir son corps, croître et grossir articulations, os, tendons. Corps féminin qui tente d'étendre, poli, doux, si précieux. Te faudra-t-il subir ces mots? Oui. Ou tout vivant, aller aux cieux. Ballade des dames du temps jadis. Dites-moi où et en quel pays est Flora, la belle romaine, Archipiada et Thaïs, qui fut sa cousine germaine, et qu'au parlant qu'en bruit on mène, dessus rivière ou sur étang, qui eut beauté bien plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan, qui eut beauté bien plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan. Oh, c'est bien. Vous la connaissiez, je viens de l'écrire. Ah, foutre. Pardon, fichtre. Deuxième. Où est la très sage Héloïse pour qui fut châtré, et puis moine, Pierre Abbé, la Saint-Denise, pour l'amour d'elle il eut la peine,
Semblablement, où est la reine qui commanda que Buridan fut jeté dans un sac en Seine? Mais où sont les neiges d'antan? Fut jeté comme un lac... Vous suivez pas, hein? Fut jeté dans un sac en Seine, mais où sont les neiges d'antan? Troisième qui plaît. La reine blanche comme lys qui chantait à voix de sirène, Berthe au grand pied, Béatrice à Lys, Arenburgis qui tint le Maine, et Jeanne la bonne Lorraine, que les Anglais brûlèrent à Rouen. Où sont-elles vierges souveraines? Mais où sont les neiges d'antan? Sont-elles vierges souveraines? Mais où sont les neiges d'antan? Envoi. Prince, ne vous demandez pas toute une semaine ou tout un an, sans qu'à ce refrain vous ramène. Mais où sont les neiges d'antan? Sans qu'en ce chemin vous ramène. Mais où sont les neiges d'antan? Voilà. Oh, il y a de quoi écrire ici. Qu'est-ce que tu fais là, espèce de poivron? Faut le quart d'ici. T'as pas honte? Un poivron comme tu es. Vous n'aimez pas la poésie? Vous n'aimez pas la poésie? Tu fais honte à la poésie, faut le camp. Ben, je vais m'oxyre de mon vivant. Eh ben vite. Juste un petit mot sur notre ami François Villon. Vous avez vu qu'il était un petit peu scandaleux. Il a été chassé de partout. Il a fini par aboutir à Roussillon, juste à côté, d'où il a été chassé également. Et il serait tombé dans l'oubli sans l'intervention de Marot, le poète qui l'a succédé, juste avant Ronsard qui lui succédera. Et vous connaissez tous Marot. Et vous l'avez tous maudit quand vous étiez à l'école. Parce que c'est lui qui a codifié les règles de l'accord du participe passé. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir les enfants. Je vais vous présenter l'équipe de l'édit de Roussillon, au complet. On va commencer par Sandrine, qui représente Diane de France, duchesse, son titre, fille naturelle d'Henri II et de Philippa, ducat ou ducie. On dit fille de sang de France. Ça fait mieux que bâtarde. Voilà. Ou ducie, bien dit bien. Élevée par Diane de Poitiers, favorite de son père Henri II. Le personnage apparaît dans le livre d'Alexandre Dumas, Les deux Dianes. On va présenter maintenant Marie-Hélène. Philippa ducat ou ducie, francisée des ducs. Courtisane piémontaise, maîtresse du dauphin Henri, futur roi Henri II. Et lui donna une fille, Diane de France. Elle devint dame d'honneur de Catherine de Médicis. Hélène, Catherine de Médicis, reine de France, conjointe de Henri II, puis régente du royaume de France. Elle eut 10 enfants, François II, qui fut roi, Élisabeth de France, reine d'Espagne, Claude de France, Louis de France, Charles IX, roi de France, Henri III, roi de France, Marguerite de France, reine Margot, épouse de Henri IV, François de France, Victoire de France, Jeanne de France. Moyenne d'âge, 23 ans. Je vais appeler Sylvie. Sylvie Diane de Poitiers, comtesse de Saint-Vallier, demeura pendant plus de 20 ans la favorite d'Henri II de France, lequel, plus jeune de 20 ans, cette union inspira, paraît-il, notre président de la République actuelle.
Je vais appeler Dominique, Jeanne III de Navarre, dite Jeanne d'Albret, reine de Navarre, épouse de Antoine de Bourbon, prince de Sang. Elle est mère d'Henri IV. Roro, c'est moi. Henri II, deuxième fils de François Ier, époux de Catherine de Médicis, ma veuve ce soir. Tu sais où je suis à peu près ? Époux de Catherine de Médicis, je l'ai déjà dit. Roi parfaitement représentatif de la Renaissance française. Il meurt accidentellement à 40 ans, lors d'un tournoi et un éclat de lance dans l'œil. Il meurt 10 jours plus tard dans d'horribles souffrances. Je vais appeler Michel, Sébastien de Lobépine, évêque et homme politique, ambassadeur de France en Espagne, ministre de Charles IX. Durant le séjour, le roi Charles IX, au château de Roussillon, promulgua le 9 août 1564 l'édit de Roussillon. Cet édit est préparé par le chancelier Michel de l'Hôpital et le ministre Sébastien de Lobépine, qui le signe. L'article 39 de cet édit annonce que l'année commencera dorénavant le 1er janvier. Marie-Élisabeth. Hélène de Fonsec, dite Hélène de Surgères, protégée de Catherine de Médicis, fut la dernière mise du poète Pierre de Ronsard, ici présent. Et Pierre de Ronsard, il est par là, j'en étais sûr. Oui, il fut Pierre de Ronsard, tu le vois par là? Il n'a pas mes lunettes. Depuis qu'il a pris un coup de lance dans l'œil, Voilà. faut le pardonner. Merci. Et je ne voyais pas de l'autre. Dernière muse. Oui, voilà. Ça vient de me porter sur l'oreille aussi. Hélène de Fonsec fut la dernière muse du poète Pierre de Ronsard, bien plus âgé qu'elle, et il a célébré sa beauté dans plusieurs de ses poèmes, le plus illustre, les sonnets pour Hélène. Ce recueil de poèmes était une commande de Catherine de Médicis à Pierre de Ronsard pour consoler sa protégée de la perte de son jeune amant mort à la guerre. Je vais appeler maintenant Bob, Pierre de Ronsard. Pierre de Ronsard, prince des poètes, poète des princes. Principal de la Pléiade avec Joachim du Bellay, du Bailly, Dora, toute une Pléiade finalement. Figure majeure de la littérature poétique de la Renaissance, il remplace les formes de l'ode, mignonne. C'est très très bien. Dans le fond, là, vous alors c'était nul. Je me rappelle quelque chose. Il emploie des formes. Le sonnet, l'alexandrin, les hymnes. Et c'est un héros. Il accompagnera en Espagne les enfants de François Ier, pris en otage par Charles Quint. J'ai oublié Alain. Et Luc. Ah oui. Alain. Alors, il est où Alain? Je ne sais pas qui c'est qui m'a préparé ces notes. Tu devrais savoir tout ça par cœur. Ah, il est là. Alain, Sebastiano Serlio, la classe. Architecte et sculpteur de la Renaissance italienne, appelé à la cour de France par François Ier. Le cardinal François de Tournon lui commande la construction du château de Roussillon, considéré comme un grand modèle de l'architecture Renaissance italienne. Brigitte. Brigitte, épouse de Charles IX, fille de l'empereur d'Autriche, fit une seule fille qui est morte en bas âge. Et à la mort de son époux, Élisabeth d'Autriche retourna dans son pays, en Autriche donc. Luc, notre ami Luc, Jean Brunier, chevalier, seigneur de Larnage, baron d'Aps,
ou d'Alba de la Romaine. Descendant de Jean Brunier, chancelier de Humbert II, le dernier dauphin du Dauphiné. Un illustre descendant de Jean Brunier mettra au point un traitement contre l'épilepsie et dans la ville de Tain, c'est le centre culturel mondial de ce traitement contre l'épilepsie, bien sûr. Marie Solange, son épouse bien-aimée et fidèle à vie. Anne de la Chapelle. Et j'ai oublié, effectivement, je l'avais marqué plus haut, Anne de la Chapelle. Je crois que c'est fini. Mon épouse, je crois que vous avez une demande à faire à Pierre de Ronsard. Ou à Michel de l'Hôpital. Sébastien de l'Hôpital, pardon. Monsieur de l'Aubépine, mon ami, avez-vous demandé un messager à notre très Saint-Père Pie IV C'est fait, Majesté. à propos de cet édit que nous publiâmes au château de Roussillon le 9 août 1564 et que vous avez signé au nom de mon fils, le roi Charles, 9e du nom. En fixant le début de l'année au 1er janvier, nous avons donné à notre beau pays un symbole d'unité. Je ne doute point que sa sainteté fera de même pour toute la chrétienté. Il en sera fait ainsi, Majesté. Voici l'article 39 tel que je l'ai rédigé. Voulons et ordonnons qu'en tout acte, registre, instrument, contrat, ordonnance, édicte, lettre, tant patente que missive, et toute écriture privée, l'année commence dorénavant et soit comptée du premier jour de ce mois de janvier. Ma reine, demain nous partirons tôt matin pour rejoindre votre ami Nostradamus à Salon de Provence. J'ose espérer que vous roulerez en carrosse et que vous ne monterez point en Amazone, selon la coutume que vous avez importée d'Italie et qui vous valut à maintes reprises de chuter lourdement de votre blanche haquenée. Quel péril pour vous-même et votre royaume. Je vous remercie de vos judicieux conseils, mon ami. D'autant que vous parlez en connaissance de cause, n'est-ce pas? Chacun sait qu'avec mon mari, mon cher et tendre mari, vous êtes devenue une adepte, et plutôt une experte dans l'art de la culbute. Passons. Ronsard, mon ami, il faut que je vous entretienne d'un sujet qui me tient à cœur. Il me tient vraiment à cœur. Vous connaissez Hélène de Surgères, la fille du baron de Montsex. Eh bien, nous venons d'apprendre que son ami, ou plutôt son amant, vient de se faire tuer à la guerre. Et elle en a perdu le goût de vivre. Elle est jeune et belle. Ce n'est pas comme son ami ou son amant. Il aurait pu être son père, voire son grand-père. Enfin, le cœur a ses raisons. Voudriez-vous écrire pour elle une ode qui lui rendit la vie? Madame, je vois en elle une nouvelle Hélène victime de la guerre de Troie, et d'ores et déjà je lui offre ma plume. Puisqu'elle aime les fruits mûrs qui sont en plus de goût que les fruits verts, je lui offre aussi mon cœur. Écoutez ce que je pourrais lui dire. Que vous serez bien vieille au soir à la chandelle, assise auprès du feu, dévidante et filant, direz chantant mes vers et vous émerveillant, Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle. Lorsque vous n'aurez servante, voyant telle nouvelle, déjà sous le labeur à demi sommeillant, qui au bruit de Ronsard ne s'aille réveillant, bénissant votre nom de louange immortelle. Je serai sous la terre et fantôme sans os, par les ombres myrteux, et je prendrai mon repos. Vous serez au foyer, une vieille accroupie. Regrettant mon amour et votre fier dédain, vivez si vous m'accroyez, n'attendez pas à demain, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie.
petite anecdote sur les beautés de la femme à la Renaissance. Les canons de la beauté. Madame Diane de France, voulez-vous apprendre et retenir toutes ces choses qu'une femme doit avoir? C'est bien profane, mais le Seigneur les a bénies, puisqu'elles vont par trois, comme la Sainte Trinité. Et dites-moi donc ces choses, madame, qui font d'un homme ordinaire un futur mari. 3 choses blanches, La peau, les mains et les dents. 3 noires, Les yeux, les paupières, les sourcils. et 3 rouges. 3 rouges, bien sûr. Pensez donc à la bouche, aux joues et enfin aux ongles. 3 longues, 3 longues, comme les cheveux, bien sûr, le corps et puis les mains. 3 courtes, 3 courtes. Une femme doit avoir de petites oreilles, de petits pieds, bien sûr, et de petites dents. N'est-ce pas mignon? et les 3 étroites. 3 étroites, bien sûr aussi. N'est-ce pas comme cette charmante Diane de France? Une petite taille. Une petite bouche. Et une petite cheville. 3 grosses, 3 grosses. 3 grosses parce qu'une dame à ce temps-là doit beaucoup marcher. Donc de grosses cuisses, de gros mollets et enfin de gros bras. et les 3 petites. Et 3 petites, comme Diane, une jolie petite tête, un petit nez, et puis enfin, oserais-je le dire, un petit téton. Voilà pour tous les canons de beauté de la Renaissance. Pour les gens qui auraient une hésitation à propos des petits tétons, c'est la taille de la main d'un honnête homme. Merci de nous avoir écoutés. Cher ami, il est bien rare de nous retrouver ici, en cette terre des Montchenus, avec laquelle nous avons tous des liens. Il est vrai. Montchenu est à 1h30 à cheval. Paternay et votre père d'Aniron à 2 heures. Quant au château de Diane de Poitiers à Saint-Vallier, à 4 lieues seulement. Madame, j'eusse aimé avoir la plume de Rabelais pour écrire les histoires de sa famille, de Diane de Poitiers.